En Afrique, les opportunités d'affaires se présentent sous de nombreuses formes différentes. Un récent rapport sur les perspectives économiques en Afrique révèle que 22% de la population du continent en âge de travailler crée de nouvelles entreprises. C'est le taux le plus élevé parmi les régions du monde. L'esprit d'entreprise est bien vivant. Mais la volonté de réussir d'un individu naît de circonstances personnelles, ce qui rend chaque entrepreneur africain unique. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous aimez les défis. Voilà qui je suis en tant que personne. J'adore me mettre au défi. J'adore apporter de nouvelles idées pour entendre ce que les gens en pensent, puis les essayer, les concrétiser et voir comment les gens réagissent. Nous suivrons le parcours de 2 entrepreneurs africains et explorerons les facteurs qui ont influencé leur choix de carrière. L'histoire de Sol Rebels, cette aventure avec ses hauts et ses bas, va inspirer les gens, je pense. C'est une histoire que les gens vont raconter à d'autres. Je travaille chaque jour pour mon propre succès. Mais si cela peut avoir un impact positif sur quelqu'un, je serai heureuse de la raconter. Il y a beaucoup de discussions autour du changement climatique. On ne peut pas laisser ce combat au seul gouvernement. En ce qui me concerne, les particuliers devraient commencer à participer. Lorsque vous roulez dans les alentours de Lusaka, vous voyez des camions chargés de charbon de bois, beaucoup de charbon de bois. Alors vous réalisez que nos forêts sont décimées là-bas. Après des années de famine et de troubles civils entravant le développement, les choses changent enfin en Éthiopie, pays est-africain. Des secteurs tels que le textile, l'agriculture et l'aviation rebondissent et l'économie se développe. État désormais sûr et stable, l'Éthiopie entraîne le continent dans une nouvelle ère de prospérité, offrant des opportunités à ceux qui souhaitent en profiter. Addis change et c'est un fait. Tous ceux qui viennent disent « Oh, comment cela s'est-il produit en si peu de temps ?» Les infrastructures qu'on avait il y a 10 ans et celles qu'on a maintenant sont complètement différentes. On a des routes, on a accès à différents endroits et on a une meilleure connexion Internet. Donc je n'ai plus à frapper à la porte de quelqu'un au milieu de la nuit pour vérifier mes emails. Ils sont entre mes mains. Voilà les changements que je vois. J'envisageais d'aller travailler à l'étranger, mais j'ai trouvé ici une bonne opportunité que j'ai saisie. Bethlehem Alemou est une femme d'affaires éthiopienne et fondatrice de Sol Rebels, une entreprise qui fabrique des chaussures. J'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de talent. Quand j'allais à l'école, je voyais ces gens travailler jour et nuit, mais leur vie était cantonnée au même endroit. Je voyais toujours mon père aller travailler et puis le matin, quand il revenait, il était épuisé. Je demandais toujours à mon père, « Tu travailles tous les jours autant, tu gagnes combien ?» Et il me disait, « Je gagne peu d'argent, mais je dois aller là-bas pour travailler. » Quand je suis allée à l'université, je ne voulais pas travailler pour rien comme mon père. Sa communauté et sa culture l'ont inspirée. Elle a transformé ce qu'elle savait déjà en entreprise. Les gens autour de moi qui ont ce talent dans la filature
Le tissage et la broderie n'avaient aucun débouché pour pouvoir se nourrir. C'est l'élément déclencheur de Soul Rebels. C'est comme ça que j'ai commencé, avec 5 personnes en 2004, il y a longtemps. Et ce fut pour moi une aventure incroyable. L'idée de Soul Rebels vient du pneu. C'est pourquoi on s'appelle Soul Rebels. À l'époque, les gens portaient de simples tongs faites à base de pneus, qu'on appelle parabasso. C'était donc l'idée, ce qui a produit un déclic dans ma tête lorsqu'on a lancé les produits Soul Rebels. Pour la première paire de chaussures, je ne savais pas comment couper les pneus. C'était juste une idée. Les chaussures en pneus que les gens portaient étaient vraiment fines. Elles avaient l'air confortables. Je ne les avais jamais essayées. Mais quand on a commencé à travailler avec les pneus, on le faisait avec des pneus entiers. On a essayé de les découper et on a fait de simples tongs. Chaque paire, chaque pied pesait 3 kilos. Mes proches riaient. Ils disaient « C'est un équipement pour la gym que tu as créé, pas une chaussure ». C'est ainsi qu'on a commencé. Alors que les débuts de Bethléem peuvent paraître drôles, comme elle le dit elle-même, c'est par nécessité que Fraser Ndodo a créé son entreprise. J'ai grandi dans un village à environ 80 km à l'ouest du quartier des affaires de Lusaka central. C'était assez agréable de grandir là-bas. À l'époque, on avait de très beaux arbres partout, des arbres massifs, les rivières coulaient. Et je savais l'importance de l'écosystème naturel. J'ai vu de jeunes enfants prendre une hache et abattre un arbre centenaire. Ça m'a montré qu'on avait un problème. Ça m'a touché et je savais que c'était pour moi le moment de commencer à faire un petit pas. Je me suis dit qu'on devait commencer à faire quelque chose à ce sujet et créer un changement de mentalité chez les gens. Comme Addis Abeba, Lusaka est parmi les villes d'Afrique dont la croissance est la plus rapide. Vous pouvez voir beaucoup de bâtiments surgir, un important développement se produire. J'ai grandi ici et vous pouvez voir beaucoup de changements. Fraser est spécialiste en approvisionnement. Bien que cela n'ait rien à voir avec sa profession, il a fondé Forest Africa, une start-up qui fabrique des briquettes respectueuses de l'environnement afin de résoudre les problèmes liés à la protection de la nature. L'idée de Fraser tombe à point nommé. La Zambie est célèbre pour ses beautés naturelles. Celle-ci attire des touristes du monde entier et génère des millions de dollars par an pour l'économie. Mais tout cela est menacé, car le pays fait face à la production illégale de charbon de bois. Près de 300 000 hectares de forêt sont perdus chaque année. Écologiste et entrepreneur, Sean Davy vit en Zambie depuis plus de 9 ans. De par son travail, il a affaire à un certain nombre de secteurs environnementaux et industriels. Il y a une déforestation massive dans le parc national du Bas-Zambèze, parce que les gens font du charbon de bois directement destiné à satisfaire le marché de Lusaka. Avant, la plupart de ce qu'on voyait lors d'un vol, c'était la brousse. Et si ce n'était pas de la brousse, c'était des terres agricoles. Et maintenant, c'est surtout la ville qui s'étend dans la périphérie de Lusaka.
C'est l'une des 10 villes où l'urbanisation est la plus rapide dans le continent, ce qui signifie que c'est actuellement l'un des 10 endroits avec la plus forte urbanisation au monde. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent beaucoup d'arbres, ce qui affecte l'attractivité des parcs nationaux en tant que destination touristique. Vincent Ziba étudie l'alimentation et l'agriculture pour les Nations Unies en Zambie. Il s'inquiète de l'impact de l'industrie illégale du charbon de bois sur l'environnement. La Zambie dépend dans une plus large mesure du bois combustible pour la cuisson, pour chauffer l'eau, contrairement à d'autres ressources. L'une des principales ressources dont nous disposons est l'hydroélectricité. Mais l'hydroélectricité, dans sa forme actuelle, ne fournit qu'environ 10% de la population. La majorité des Zambiens dépend du bois combustible. Le charbon de bois est l'une des principales sources d'énergie dont nous disposons. Donc, en termes d'impact, le charbon de bois a été fabriqué illégalement dans de nombreux cas. Il n'est pas respectueux de l'environnement et a donc des impacts négatifs sur l'environnement conduisant à la déforestation. Avec peu d'alternatives énergétiques disponibles, la population zambienne dépend du charbon de bois comme principale source d'énergie. Fraser Randodo cherche à fournir une source d'énergie sûre et propre. On va à la ferme maintenant. La ferme est à un peu moins de 30 km du quartier central des affaires de Lusaka. On y sera dans peu de temps. C'est assez proche, la route n'est pas si mauvaise. Les gens abattent des arbres pour fabriquer du charbon de bois traditionnel. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'il existe une alternative durable. On n'a pas besoin d'abattre ces arbres. On a le baobab, qui nous donne ce fruit magnifique. Et à partir de ce fruit, on peut faire une briquette de charbon qui fournit toujours le même niveau d'énergie. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, réchauffer votre nourriture et toutes ces sortes de choses. On a des récolteurs dans différentes parties du pays, principalement dans le sud et l'est de la Zambie. On va dans les villages et on les rapporte à l'usine. Donc ils arrivent sous forme de fruits entiers. Je vais vous parler de ce fruit étonnant, le fruit du baobab, aussi appelé mabouyou dans la plupart des pays africains. C'est un fruit très nutritif et il vient de cet arbre énorme et massif surnommé l'arbre de longévité, à savoir le baobab lui-même. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on le transforme en briquette de charbon de bois respectueuse de l'environnement. Voici l'étape du débourrage. Vous pouvez voir ici des dames occupées à cette tâche. Il faut débourrer car ces fruits sont recouverts d'un duvet qui attire la poussière et démange un peu. On cherche donc à éviter qu'ils ne se mélangent à notre produit final. C'est très important pour la sécurité des consommateurs de s'assurer que cette étape soit bien réalisée. Voici un fruit qui a été bien dépilé. Je peux vous montrer un autre fruit pour faire la comparaison. Vous pouvez voir donc la différence entre les deux fruits. L'un a été traité, l'autre non, et vous pouvez voir le duvet vert. C'est très important d'atteindre cette étape particulière pour poursuivre le processus. Alright, itokwenda bukabo twinchito. Mtokirina kirinaka. Alright. On a dépilé les fruits comme celui-ci et ce qu'on fait sur ces tables, c'est de les ouvrir. Vous pouvez voir les massicous qui ont été fixés à ces tables. Ils sont très utiles pour le processus d'ouverture.
Ce que font ces dames ici, c'est une partie très importante du processus de nettoyage. Vous pouvez donc voir que c'est une coque très dure. Vous pouvez constater à quel point c'est difficile de briser la coque pour accéder au contenu. Vous devez la casser de cette manière pour pouvoir enlever les graines. Maintenant, vous pouvez voir ces fibres à l'intérieur du fruit. C'est très important que ces dames prennent leur temps pour vider les coques. Lors de l'ouverture, vous pouvez voir qu'il y a des morceaux de coque, de petits morceaux comme celui-ci. Il faut les nettoyer pour l'étape suivante. On extrait le fruit à l'intérieur. Une fois l'extraction terminée, on passe au broyage afin de pouvoir séparer la poudre de la graine. Une fois que vous avez séparé la poudre et la graine, vous devez tamiser la poudre pour qu'elle obtienne la consistance du lait en poudre. La poudre de baobab est très nutritive. Elle est très utile aux adultes et aux enfants. Elle aide à lutter contre les maladies. Elle aide beaucoup, notamment à donner de l'énergie. Cette poudre peut être mélangée à différents aliments. Cela fait, ça signifie que la poudre est prête. Voyons ce qui arrive aux coques. C'est là où le briquetage entre en jeu. Donc une fois que les coques sont prêtes, on les prend pour la carbonisation. Quand on a retiré les coques, on ne les jette pas. On les utilise pour les broyer et en faire des briquettes. Pour la plupart des gens, ce sont des déchets, mais pas pour nous. Ce qu'on fait, c'est aller encore plus loin. On transforme les coques en briquettes de charbon de bois. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on les carbonise. Donc quand vous y avez mis le feu, vous les laissez là dans le bidon derrière moi. On a déjà des coquilles carbonisées. Beaucoup d'entre elles se trouvent en fait là où on les transforme et où on les réduit en poudre. Ok, ce qu'on a ici, c'est un tas de coques carbonisées. Vous remarquerez que certaines d'entre elles ont conservé leur forme après l'étape de la carbonisation. Donc après qu'elles sont complètement sèches, on les moule dans cette machine pour obtenir ce qu'on appelle de la poudre de charbon de bois. Donc après cette étape que vous venez de voir, on remplit des sacs de poussière de charbon de cette manière. Dans le cas présent, on a 5 sacs de 50 kg qu'on a remplis ici. Pour qu'elles s'agglomèrent, il faut une colle pour maintenir la cohésion de l'ensemble pendant le processus de moulage. La colle qu'on utilise, c'est ce que vous voyez ici, ce truc blanc. C'est du manioc. Le manioc est un tubercule. On l'utilise pour la consommation humaine, mais également comme liant dans la fabrication de briquettes. On a ici une marmite de bouillie de manioc. On l'utilisera comme liant dans l'étape du moulage. En fait, on utilise nos propres briquettes pour faire bouillir toute cette marmite. Alors laissez-moi maintenant vous montrer ce qu'on fait avec cette bouillie qu'on prépare ici pour l'étape du mélange. Je m'appelle Harold Mumba. Je travaille depuis 6 ans dans cette entreprise. Quand j'ai commencé, je ne connaissais rien aux briquettes, mais Fraser m'a appris à faire ce travail. Cela m'aide à plusieurs égards, notamment par rapport à la façon dont je m'occupe de ma famille. Je reçois un salaire décent et je suis payé à temps.
Donc vous pouvez voir qu'Harold est occupé à faire le mélange. Ce que vous voyez ici est un mélange de notre poussière de charbon de bois et de notre bouillie de manioc. Bien sûr, vous devez ajouter un peu d'eau pour vous assurer d'avoir la bonne consistance. Donc après ça, je pense que c'est presque prêt. Généralement, si vous pouvez modeler à la main, c'est que c'est presque prêt. Maintenant, le mélange peut être pressé dans l'extrudeuse là-bas. Ces briquettes peuvent aider tant de gens. Et comme on les fait, plus de gens peuvent apprendre à fabriquer des briquettes. Ces briquettes sont très bien, car leur combustion dure longtemps et peuvent durer plusieurs heures sur un brasero. Donc, comme vous pouvez le voir, après le moulage, on doit sécher ces briquettes. Il leur faut environ 2 à 3 jours pour sécher complètement et être prêtes à l'emploi. Vous pouvez constater que le processus est très naturel. Aucun arbre n'a été endommagé dans la fabrication de ces briquettes. Du fruit du baobab qu'on vous a montré au début, au produit fini plein d'énergie et prêt à l'emploi. On fait vraiment quelque chose de positif. Parce qu'on a dit à beaucoup de gens de s'abstenir de couper des arbres. Depuis qu'on utilise ces briquettes, on cesse de couper des arbres. C'est bien. Quand je produisais du charbon de bois, ça demandait beaucoup de travail. Ça pouvait prendre 6 mois avant d'être payé. Et puis, il y avait de la poussière causant toux et éternuements. La fumée était aussi désagréable. Lorsqu'il cherchait du matériel pour produire ces nouvelles briquettes, au lieu de chercher à l'étranger, Fraser s'est tourné vers les talents locaux. Il est venu avec une idée, puis on s'est assis, on a fait des croquis, on a fait la conception, même si c'était la première fois qu'on fabriquait ce genre d'équipement. On avait ces déchets résultant du processus. On avait les coques et on voulait voir si on pouvait en faire des briquettes et faire du charbon de bois. Voilà comment on a conçu cette machine à briquettes qu'ils utilisent là-bas. Si on trouve un marché, on en fera beaucoup et on les vendra. Mais pour le moment, on n'a pas de débouché. Alors que le processus de fabrication de briquettes de Fraser semble simple, celui de Sol Rebels de Bethléem est axé sur les compétences. Je m'appelle Robel Tadessé, j'habite à Addis Abeba dans le quartier d'Ayertena. Avant de commencer chez Sol Rebels, je ne faisais pas grand-chose. J'étais juste un étudiant. Une fois les études terminées, j'ai commencé ici. Avant, je n'avais pas de travail. Je m'appelle Meron Mesfin. Ça fait 10 ans que je travaille pour Sol Rebels et je suis superviseuse. Beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas comme avant. Tous les jeunes étudient et travaillent. Ce n'est pas comme avant, où ils restaient assis à la maison. Tout le monde fait des efforts pour réaliser quelque chose. Je travaille, j'étudie et je soutiens ma famille. J'ai donc vu de nombreux changements dans ma vie.
Premièrement, on fait tout à la main. Deuxièmement, l'Éthiopie n'est pas connue pour beaucoup de choses. Donc je crois que ça aidera à la promotion de nos produits faits main. Le matériau avec lequel je travaille s'appelle Froza. On l'appelle également Eva. Ça signifie que je fais des semelles. C'est un processus étape par étape pour comprendre ce qu'est Soul Rebels et livrer à temps. Donc perdre quelqu'un, c'est très difficile, car il faut former les gens pendant environ 1 an pour qu'ils acquièrent ces compétences. On a environ 80 femmes qui font la filature chez elles. Le fil va devenir une sorte de tissu. On va prendre de ce tissu et ensuite donner des couleurs différentes. On a toujours des commandes en ligne comme celle-ci. Dès qu'on les reçoit, on crée un modèle comme ça. Et dès qu'il aura fini, on va couper et ensuite commencer la production. Donc quand ils viennent ici, ils ont déjà une idée de la façon de fabriquer du tissu, mais pas du design Soul Rebels. Donc on leur donne le design, probablement avec un croquis, pour qu'ils copient ce design. C'est vraiment incroyable la façon dont ils transfèrent l'idée sur le tissu. Pour les commandes en ligne, il faudra probablement 10 jours pour fabriquer et expédier. Le processus de conception du tissu à la manière de Soul Rebels prend du temps. On suit les tendances en termes de couleurs et c'est là que notre créativité va répondre à la demande du marché international.